Alors, ça y est, les Ukrainiens sont à Kursk. Vous me croyez pas? Et alors, ici, je fais comme ça. Là, vous me croyez, hein? Regardez, j'ai la pancarte, hein? C'est la preuve même, voilà, non? Et pourtant, normalement, enfin, c'est comme ça que ça marche, hein. Ah oui, on montre à la télé des trucs comme ça, et tout le monde croit. Parce que là, d'un point de vue médiatique, ça y est, je veux dire, la Russie, elle est tombée. Ah, ça y est, le cours, qu'il est presque pris. Ils sont rentrés comme ça dans un territoire qui n'était même pas défendu. Enfin, je dis, bon, vous savez ce que c'est Kursk, non? Alors, je veux vous rappeler, enfin, ou peut-être vous apprendre, ceux qui ne savent pas très bien, voilà. Pendant la Seconde Guerre mondiale, donc, il y avait deux grandes batailles décisives. Donc, il y avait Stalingrad et il y avait la bataille de Kursk. La bataille de Kursk, donc des énormes plaines où il n'y a rien, qu'il y avait des chars qui avançaient, et les chars russes, tout ça. Voilà. Oui, donc c'est ça, c'est une énorme plaine où il n'y a rien. Il y a juste des petits bois, donc d'où les champignons. Les petits bois dans lesquels on peut se cacher, mais pas vraiment, comment dire, s'y installer. Parce que je veux dire, c'est bien défini, les petits bois. Et encore une fois, il n'y avait aucune défense. Et c'est important. Parce que vous voyez, c'est une guerre de tranchées. Donc, les soldats qui sont dans les tranchées protégés et invisibles, on ne peut pas les tuer. Mais quand il n'y a pas de protection, les petits drones, pouf, 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 voilà. Et puis, vous rentrez dans les petits bois, un petit fab, hop, hop, voilà. Donc, c'est vraiment une vraie hachoir à viande, ce course. Voilà. Donc, là, les Ukrainiens, ils sont en train d'envoyer leurs meilleurs militaires avec la coalition, s'il vous plaît. Donc, oui, oui, il y a des Polonais, des Allemands et des Français, cocorico. On est à force donc pour remonter je veux dire, le moral des troupes, voilà. Donc on les fait tuc 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 tomber comme des quilles, donc faire un petit strike assis comme ça, comme ça, comme ça. Mais et pourtant, on dit, les Russes, ils les tuent pas mal, mais ils les virent pas. Et leur donnent toujours l'impression qu'ils peuvent progresser, vous voyez, genre vers la truc nucléaire de course, quoi, la centrale. Voilà. Alors, c'est vrai que le truc de dire que oui, on pourra l'exploser, ça peut créer un accident, il y a un grand truc médiatique, vous voyez, je dis comme ça. Vous savez, ça fait un peu de pitoche. Voilà. Donc, moi, au début, je me suis dit, ah là là, si c'est un nouveau Tchernobyl et tout. Bon. Alors, je me suis renseignée, voilà. Donc, non, 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 c'est pas possible, un nouveau Tchernobyl. Non, non, non. Parce que, donc, ils ont des protocoles de sécurité qui sont très costauds. Donc, oui, non, bon, au mieux, ce qu'on peut faire avec, c'est de l'arrêter, voilà, parce que les protocoles de sécurité peuvent mettre en marche, et donc, elle s'arrête là. La truc. Mais bon, je ne veux pas vous en parler aujourd'hui, donc parce que c'est un peu complexe. Donc là, on est en train de parler donc de pièges. Parce que oui, course, c'est un piège russe. Et on a du mal à comprendre comment ça marche, mais c'est exactement ça. Donc on laisse un territoire donc vide comme ça, sans aucune, aucun moyen de se cacher, territoire russe dans lequel donc on laisse s'embourber donc les meilleures troupes ukrainiennes avec les armes et tout le reste. C'est triste pour tous ces gens qui meurent, mais c'est comme ça, voilà. Et vous savez quoi aussi? Donc, on les laisse pas, avancer, mais pour autant, on ne les vire pas. On les laisse s'embourber dedans. Oui, parce que comme c'est une guerre médiatique, il faut donner la possibilité de communiquer dessus. Donc, vous voyez, on est toujours là, on va faire des bases, on va faire ceci, cela, on explose des ponts. Oui, bon, d'accord, on explose des ponts, je vous rappelle, ils ont quand même le ciel, les Russes, hein, donc il y a des ponts. Oui, c'est embêtant, mais bon. Donc, point de vue médiatique, c'est énorme, mais voilà, d'un point de vue médiatique. Et en attendant, donc les Russes, ils continuent à faire leurs petites affaires là, au sud, vous voyez, à Pokrovsk. C'est ça le piège. Donc le temps qu'eux, ils sont en train d'occuper de ça, et étant donné que d'une façon médiatique, ils sont tellement rentrés dedans qu'ils ont du mal à sortir, et puis on continue toujours à leur faire croire que peut-être éventuellement ils peuvent que, hein, voilà, ben les Russes, ils font tout ce qu'ils veulent. Ouais, c'est ça. Oui, je vais vous donner un exemple donc peut-être qui apparemment n'a rien à voir, mais qui est très parlant. Imaginez que vous êtes donc une maman. Non, on dit plus une maman, on dit enfin, le parent numéro un ou 2, je ne sais pas, peu importe, voilà. Vous avez un grand dîner à faire, donc pour le soir même, et vous avez un petit enfant de moins de 3 ans dans vos pattes et qui fait pas de sieste. Donc elle est là, donc voilà. Vous essayez de le mettre donc à faire des coloriages. Non, je vais pas faire des coloriages, je vais sur tes genoux, maman, les genoux, aux bras, je vais regarder ce que tu fais, tout ça. Alors vous lui donnez un petit couteau à beurre. Non, je veux pas les couteaux à beurre, je veux les couteaux qui coupent. Alors, vous leur prenez des couteaux qui coupent. Alors, les mains dans la farine. Oh, c'est dur. Alors, j'en mets partout. S'il te plaît, ne fais pas ça. Tu enlèves la farine, ils mettent les mains dans la face, le bouche crue, comme ça.
train de péter les plombs, vous êtes en train de dire: «S'il te plaît, calme-toi, fais pas ceci, cela». Lui, il se fâche, il prend la salière qu'il balance à l'autre côté de la cuisine. Le temps que vous allez de l'autre côté de la cuisine pour ramasser la salière, lui, il est déjà sur la table avec les bouteilles de l'huile renversées. Il fait des fla 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 avec ses petits mains, avec de l'huile partout. Enfin, c'est une catastrophe. Vous les ramassez, il y a l'huile qui coule. Vous êtes complètement dégueulasse, c'est pas possible. À nettoyer moitié de l'huile, c'est une catastrophe. Vous êtes en train de carrément péter les plombs. Vous avez envie de tuer votre enfant. L'enfant, il hurle dans tout ça. Bref, votre dîner, il est fichu. Alors que faire? Alors que faire? Bon, je m'adresse donc à tous les parents et à tous les grands-parents, voilà. Il y a une petite phrase comme ça qu'on a dit, enfin, je veux dire, très souvent dans notre vie, c'est donc: «Tiens, je l'entends pas, je suis sûre qu'il fait une bêtise». Oui, l'enfant quand il fait une bêtise, effectivement, il va dire, il est invisible, il est inaudible, il est intangible. Il est là, il fait son truc, il fait tout pour, qu'on le remarque pas. Donc ça marche dans les 2 sens. Donc si vous voulez que votre enfant, vous fiche la paix, réellement, laissez-lui faire une bêtise. Mais une bêtise bien donc encadrée, mais dans laquelle il croit. Parce que c'est important. L'enfant, je veux dire, à cet âge-là, c'est pas con. Voilà. Non, non, il sait très bien quand vous le voyez et quand vous l'attendez. Donc il faut bien, bien aménager les trucs. Après que je dis c'est pas con, enfin, je dis, d'un point de vue cognitif, parfois, je disons des petits, comment dire, des petits trucs macronistes comme ça, voilà. Quand il arrive à dire non et oui dans la même phrase, genre, tu veux une glace? Non, oui! C'est ça? Ouais, je pense que si je dis un enfant à cet âge-là, donc il arrête son évolution cognitive, il pourrait être président de la République. Mais hélas, ça continue à évoluer, donc du coup, sa carrière politique, elle est peut-être déjà, je veux dire, finie à la base, mais bon, c'est pas ça la question. Bref, donc l'enfant a occupé. Alors donc vous avez votre table, donc avec votre pièce montée et tout ce que vous devez faire. Et derrière vous, je précise, bien derrière vous, donc sur le plateau de travail, important aussi, parce que si vous faites ça sur un plateau, donc à son hauteur, il va voir qu'il y a une supercherie. Non, non, il faut que ce soit à la hauteur. Vous mettez négligemment une chaise juste à côté, comme ça il peut monter dessus. Hein, et vous laissez donc sur ce plateau, dans un saladier, une pâte à coquille, un petit couteau à beurre, hein, et des petits ramequins. Voilà. Et vous le regardez pas. Et vous prenez un téléphone aussi, oui, parce qu'il faut qu'il ait l'impression que vous êtes occupé au téléphone pour être sûr que vous le regardez pas. C'est comme ça, elle monte sur sa chaise, elle bouffe la pâte à coquille, elle vous regarde si vous le regardez pas. Bref, voilà. Donc, oui, pendant 1 heure, vous êtes tranquille parce que le temps qu'il va remplir tous les ramequins et manger la moitié, donc voilà. Après, il faudra quand même lui rejeter quelques petits trucs, genre un petit peu de confiture posé négligemment, comme ça. Bref, vous, en attendant qu'il est là avec ses copies, comment dire, embourbé dans Kursk, ben, vous faites votre pièce montée qui s'appelle Pokrovsk. Voilà, c'est exactement ça. Ils sont retirés, les Ukrainiens, les soldats donc les plus aguerris, pour les mettre dans ce bourbier. Et pas que des soldats ukrainiens, les autres aussi. Et les autres, ils sont un petit peu embêtés parce que, comment dire, ils ont tellement communiqué dessus, sur la victoire, sur de Russes qui sont ça y est, donc Poutine, il est, voilà. Et pareil que son entourage, il est là devant lui à le supplier de laisser le pouvoir à quelqu'un d'autre. C'est les chaînes ukrainiennes qui disent ça. Les mecs, ils ont vraiment une imagination, ben là, ouf, comme ça. Mais en attendant, ils sont là comme des quilles, encore une fois, comme des quilles, des strikes, des strikes, des strikes, des strikes. Parce que je dis, ils sont en dehors de Boisier, on le tue avec des drones, ils sont dans les Boisiers à petit fab. Petit fab, comme ça. Il n'y a aucune protection. Voilà. Et les soldats russes, ils se sont tous rendus. Voilà. Dès le début, ils se sont tous rendus. Ah, ça permet de communiquer, de dire, regardez, ils ne défendent même pas leur territoire. Je suis sûre qu'ils avaient l'ordre de se rendre direct. Comme ça, ils sont en vie. Voilà. Et les autres, ils les ont pris parce que, je veux dire, comment dire, il y a plus de prisonniers ukrainiens en Russie que le contraire. Donc oui, ils ont besoin de prisonniers russes pour les échanger. Mais en même temps, ça permet aux soldats russes de rester en vie. Voilà. Donc, oui, les Russes, ils ne perdent pas tant que ça. Bon, il y a des civils qui meurent. Ça, c'est un peu embêtant. Parce que les Ukrainiens, ils aiment bien tuer des civils, parce qu'ils espèrent toujours que les civils vont donc péter les plombs et se fâcher contre leur gouvernement. Bon. Pour le moment, ça a eu, on va dire, un retour inverse, parce qu'il y a beaucoup plus de jeunes maintenant qui ont envie de s'engager en Russie que le contraire. Donc, encore une fois, je veux dire, la Russie a tout à gagner avec cette attaque-là. Et dès le début, d'ailleurs, quand ça a eu lieu, j'ai dit, mais c'est complètement con. Oui. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui disent que si la Russie il s'est fait avoir de cette façon, c'est parce que cette attaque est complètement con. Donc les Russes, ils ont dit que ben, jamais les Ukrainiens vont le faire parce que c'est complètement con. Oui. Ben si, si, si. Vous savez, là, j'étais donc, j'ai donné un coup de main sur une exploitation agricole, donc plus que bio. Qui dit plus que bio, ça veut dire qu'on est total meurtrier parce qu'on passe son temps à assassiner donc à la main comme ça, plein d'insectes, plein de trucs, plein de machins qui sont nocifs, et des rats. Voilà, donc oui, on tue pas mal d'air. Alors pour les rats, c'est aussi très marrant. Donc, vous voyez, vous leur mettez un piège avec un petit truc au milieu, comme ça, donc ils rentrent pour bouffer le piège, enfin le petit truc, et ils se renferment.
Et les rats, à force, donc, ils apprennent. Oui. Donc, ils disent, tiens, il y a un petit truc, on peut passer autour. Oui, et donc, maintenant, on a des pièges qui sont ouverts, avec les trucs qui restent intacts, et ils mangent tout autour. Oui, parce que les rats, c'est pas con. Voilà. Parfois. Et là, il y a un truc qui s'est passé, mais genre, et tu dis, enfin, comment est-ce possible, quoi? On a laissé un piège ouvert sur un tas de ordures. Voilà. Il y avait rien dans le piège, rien, rien, rien. Il y a le rat qui est rentré et qui est mort dedans. Et parce qu'on n'est même pas allé vérifier, parce qu'on s'est dit: «Non, mais c'est pas possible, le rat, il peut même pas rentrer dans un piège où il y a rien». Bah si, il est allé, parce qu'il me dit: «C'est pas possible que ça soit vide». Alors on dit: «Il y a un truc, il y a un truc, je vais aller regarder comment ça marche». Et il est rentré. Voilà. Donc là, c'est à peu près pareil, vous voyez? Je veux dire, oui, on dit que c'est pas possible parce que c'est ici, c'est possible. Parce que plus c'est gros, plus ça marche. Et là, aujourd'hui, c'est vrai que la Russie, peut-être d'un point de vue médiatique, il est, comment dire, ouais, mais ça, c'est depuis 30 ans, alors ça va, ça change rien. Moi, je dis depuis 30 ans. Alors, c'était l'Union soviétique, donc ça fait depuis toujours qu'ils existent. La Russie, on est toujours en train de l'expliquer, donc c'est pas nouveau. Mais en tout cas, il est en train de vraiment, vraiment, comment dire, oui, Kursk, cette bataille de Kursk, ce sera encore une bataille qui sera décisive, mais pas pour les Ukrainiens. Oui, c'est comme ça. Alors, il faut trouver une porte de sortie dans tout ça. Alors, donc, les Allemands, ils ont trouvé une porte de sortie, c'est l'explosion du gazoduc. Ah oui, donc oui, parce que c'est pas que c'est les Ukrainiens qui l'ont explosé. Ah oui, il y avait une bande de copains qui étaient complètement torchés comme ça. Et ça je crois qu'ils étaient complètement torchés. Parce que croire qu'on est capable de descendre sans être aguerri, au fait de descendre plusieurs centaines de mètres, donc dans les profondeurs de mer froide, Baltique, comme ça, dans le noir, de descendre, de trouver le gazoduc et de poser des explosifs, il faut être complètement torché. Non, ben, il faut être complètement torché parce que je dis, sinon, tu vas même pas parce que tu dis c'est pas possible. Donc c'est juste un mec complètement saut qui est capable de le faire. Et en plus par 2 fois, parce que je me rappelle qu'il n'y avait pas un bateau, il fallait avoir 2 bateaux, parce qu'il fallait qu'il y ait des explosions en même temps dans 2 endroits, parce qu'il faut qu'il y ait un appel d'air d'un côté pour que ça rentre de l'autre, sinon ça marche pas. Voilà. Non, on nous prend vraiment pour des imbéciles avec cette affaire-là. Mais ça permet aux Allemands donc de comment dire, de porter plainte, donc de mettre un mandat d'arrêt sur un surtemps, on ne sait pas qui ils aident. Voilà. On dirait que là-bas, ils ont tous des aides en Ukraine. En tout cas, ça leur permet de sortir de ce bourbier un peu la tête haute. Et les Français aussi, ils sont en train de trouver un truc. Voilà, parce qu'il faut quand même expliquer à la population que, allez, voilà, on ne peut pas dire qu'on est dans un bourbier et qu'il y a plein de Français qui meurent. Non, 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 il faut trouver un truc. On va dire. Et ils ont trouvé un truc assez marrant. Et ils ont trouvé que, ben, figurez-vous, c'est Elsie qui nous apprend ça. Figurez-vous que donc il y a une hypocrisie terrible de l'Occident par rapport à la Russie, l'Europe, parce qu'il paraît qu'on continue à acheter du gaz russe, de GNL. Je vous mets un petit lien là, parce que j'en ai déjà parlé donc, dans l'une de mes vidéos. Donc, vous allez voir, c'est ahurissant. Donc là, d'un seul coup, ici, découvre que l'Europe continue à acheter le GNL russe. Et qu'ils ont donc augmenté leur achat en 7%. En Europe, oui. En France, ils ont presque doublé. Donc, sur les derniers trimestres, donc 2 derniers trimestres, donc ils ont augmenté leur achat de GNL russe, je parle de la France, en 87%, ce qui est énorme. Et parce que la France, c'est des grands portes d'entrée de GNL. Peu importe lesquels, allemands, russes, non, les Allemands, ils ne le font pas, c'est du gaz par les tuyaux. Ah, pardon, ils en ont plus. Non, parce que oui, 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 ben aujourd'hui, la France, elle a tout l'intérêt d'acheter du gaz, et surtout, elle a tout l'intérêt de garder le prix de l'électricité adossé au gaz, parce que c'est elle qui fait les prix de gaz d'un côté, voilà, et c'est elle aussi donc qui permet de vendre son électricité, qui ne coûte pas très cher, au prix très très cher. Voilà. Gagnant-gagnant, je veux dire gagnant-gagnant dans le sens que pile je gagne, face tu perds. Voilà, c'est toujours comme ça. Oui, et donc aujourd'hui, ben, LCI en parle. Donc je pense aussi qu'on est en train de préparer une sortie de ce bourbier-là, parce que c'est un bourbier. C'est comme ça. Et tous les gens qui pensent que c'est faux, ben, désolé, mais non, 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 je veux dire, c'est encore une fois Kursk. Non, ben Kursk, Napoléon aussi, je crois qu'il a eu des problèmes là-bas. Oui. Parce que vous savez, Napoléon, il est rentré en Russie, il avait plus de 400 000 hommes. Voilà. Il est rentré avec plus de 1000. Et il a, vous savez quoi, perdu aucune bataille. Oui, Napoléon n'a perdu aucune bataille en Russie. Et il y a une doctrine russe comme ça, militaire, qui est très intéressante. On dit que l'important, c'est de ne pas gagner des batailles ou de prendre des territoires. L'important, c'est de soumettre votre ennemi à votre propre volonté et de lui faire signer la capitulation. Capitulation, c'est ça. C'est un mot compliqué. Je suis russe, j'ai du mal à le prononcer. Désolée. Donc c'est un petit peu c'est un peu ça qui se passe. Voilà. Donc les temps que votre moum est en train de se goinfrer de pâte à coquille, vous faites votre super pièce montée que vous appelez Pokrovsk, et c'est comme ça.
Mais il n'y a pas que des Russes qui font ça. Vous savez, là, aujourd'hui, Mélenchon, ouais, je sais, je fais du coq à l'âne, mais c'est à peu près ça. Mélenchon, aujourd'hui, c'est exactement ça. C'est la pâte à coquille pour les Français, pour que eux ils patientent et qu'ils disent que peut-être que, etc. Et Macron, il sera toujours au pouvoir. Voilà. Donc, c'est exactement pareil. Donc, les coups de pâte à coquille, ça marche pour tout le monde. Il faut juste savoir le repérer. Voilà. Allez, je vais m'arrêter là. Donc, je vous parlerai de Super Mélenchon peut-être dans une prochaine vidéo, parce que là, c'est encore une fois pas le sujet. Et je vais vous dire, comme d'habitude, ben, n'hésitez pas donc de mettre des pouces. Voilà, plein, 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 plein. Même si vous aimez pas, vous en mettez comme ça. Ben, voilà. Comme ça, tout ça. Et puis, je vous dis, allez, à la prochaine.